a implanté plusieurs types de couverts en mélange. Des couverts qui sont plutôt à vocation estivale, comme vous le verrez, avec les sorgho notamment, mais aussi le moa et le millet pour les animaux. Et des couverts qui sont plutôt à semer plus tardivement, comme les métailles, les graminées d'hiver et aussi des mélanges purs de légumineuses. L'objectif était un petit peu de montrer les comportements différents de ces mélanges en fonction des conditions, avec ce sol qui est quand même un sol très caillouteux, très séchant, avec une réserve limitée. Alors il est ni calcaire ni acide, voilà, c'est son atout, il est assez neutre. On est dit un sol à réserve calcique. Alors je tiens à vous rassurer, c'est la réussite de la gestion des couverts végétaux tient plus à la manière dont on le fait que les types de plantes ou les mélanges secrets ou qui seraient idéal et qui va tout faire ou qui va réussir des choses. Non, c'est plus dans la manière dont on le fait et que l'on obtiendra les résultats ou qu'on n'obtiendra pas les résultats que l'on attend. Hein. Donc bien sûr, il va falloir des plantes, on va faire un petit descriptif, mais c'est plus la manière dont on gère les couverts végétaux. Et encore une fois, cette plateforme-là est un super support pédagogique. Hein. Les deux premiers, on est sur des mélanges plutôt style métaille, avec des graminées, des légumineuses. Donc là on a du trèfle d'Alexandrie, là on a du pois, on a de la vesse. Donc graminées et légumineuses qui sont plutôt des plantes d'automne, d'hiver, de printemps. Espérer faire de la biomasse avec ça en été, c'est un peu ridicule. Elles ne sont pas à leur place. Hein. Donc en fait, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, simplement va falloir les mettre à leur place. Quand on voit derrière les sorgho, bah, lui il est à sa place, tout simplement. Donc après, ces plantes-là vont donner d'excellents résultats à partir du moment où on va tomber plus sur une saison plus calme, des températures moins excessives, hein, le retour d'une humidité. Donc moi je suis quelqu'un qui est un fou de photosynthèse et en fait aujourd'hui si on veut développer des sols performants, si on veut remettre de la matière organique, si on veut nourrir de l'activité biologique des vers de terre, des mycorhizes, des bactéries, tout ce que vous voulez dans le sol, il faut faire de la végétation. Si on ne fait rien, on nourrira personne. Et donc ça, 5-6 tonnes de matière sèche en surface, plus on va rajouter 1 tonne à 2 tonnes de racines, parce que les racines que vous voyez, c'est 20 à 30% de la totalité des racines. Donc vous voyez qu'on va commencer 6 plus 2, on est déjà à 8, plus on va mettre les exudats racinaires. C'est le carbone liquide qui va être réinjecté dans le sol. Donc là, rien que là, on va rentrer 10 tonnes de matière sèche, d'équivalent matière sèche dans ce sol-là. Vous voyez cette catégorie de sol, rentrer 10 tonnes de matière sèche dans une interculture, ça vous change la vie. Et si on est capable de le faire quasiment tous les 2 ans, même s'il faut mettre un peu d'irrigation pour le faire, hein, il faut mettre des semences et il faut le réussir. Il vaut mieux mettre les moyens et de le réussir plutôt que de rien faire et de dépenser de l'argent presque inutilement. Parce que ça vous construira des sols beaucoup plus résilients, qui stockeront mieux l'eau, qui infiltreront mieux l'eau après et qui vous la redonneront mieux dans les années à venir. Alors qu'un sol qui est complètement dénaturé et pauvre en matière organique, il sera beaucoup plus impacté par les yo-yo qu'on peut avoir sur le climat. Parce qu'en fait, on inscrit de la diversité. Vous voyez, le kénopode, c'est un peu plus calme là-dedans. Hein. On inscrit de la diversité, on met une dicote sur la graminée, mais une dicote d'été. Donc elle prend un peu la place des dicotes d'été. En fait, c'est simplement, je prends la place de celles qui peuvent m'ennuyer. Et en plus, le tournesol, c'est une plante qui se bat bien. Hein, j'ai vu des tournesols presque fatigués des sorgho. Et là, tu te dis, on n'est pas copains là, on se bat. C'est à qui arrivera à survivre dans cet environnement-là. Comme ceux-là sont en train de livrer une bataille pour survivre, la place pour le reste est minimisée. Et ça veut dire que on va dépenser beaucoup en racines pour aller chercher ce qui reste. En fait, la plante, au niveau racinaire, produira toujours
le volume de racines ou la profondeur de racines qui est nécessaire pour aller chercher l'alimentation qu'elle a besoin. En clair, s'il y a de la fertilité sur ça et on irrigue tous les jours, on n'aura quasiment pas de racines. Ce n'est pas quelque chose de standard. Hein, on a toujours tendance à dire tant de végétation à la surface, tant de racines. Que nenni. Si vous avez un milieu très pauvre et que la plante doit vraiment se battre pour aller chercher de la fertilité, ben on aura un monument de racines par rapport à la surface. Et inversement. Donc là, on a une compétition qui est un peu plus âpre que là-bas. Là-bas, je suis tout seul. Bon, 3 kénopodes, ça m'emmerde, mais c'est pas terrible. Ça va, je supporte. Putain, là, ils m'ont mis un tournesol, les cons. Ben, entre un sol nu, déchaumé, avec rien dessus, et un sol occupé par des plantes, ben, toute la flotte est gardée, là. Toute la flotte est gardée, toute la flotte est imprimée. Et n'oubliez jamais qu'un litre d'eau, pas infiltrée par mètre carré, c'est 10 mètres cubes hectares. 1 litre d'eau par mètre carré, 1 millimètre qui ne rentre pas dans le sol, c'est 10 mètres cubes hectares. Vous mettez ça au sein d'un bassin versant, ça fait des millions de mètres cubes. C'est simple de refroidir les sols. Il n'y a pas à faire des trucs compliqués. Il faut végétaliser. Vous maîtriserez toujours beaucoup mieux le salissement grâce à un couvert que par une multitude de passages. Tant que vous travaillerez de manière intensive pendant l'été ou à l'automne, tant que vous irriguerez, parce que l'irrigation c'est également un facteur de minéralisation importante, vous aurez beaucoup d'azote. Si c'est ça que vous faites, il faut mettre des plantes qui sont capables de capter de l'azote. Si par contre vous minimisez le travail, ou vous ne travaillez pas et vous semez le couvert quasiment au derrière de la moissonneuse-batteuse en direct, ou vous n'irriguez pas derrière, votre niveau d'azote ce sera beaucoup plus faible. Et là, il sera important d'avoir des légumineuses pour occuper le terrain. Et elles vous rentreront de l'azote et elles auront un impact important sur le salissement. Disons que ça montre bien qu'il faut être l'installation d'un couvert, si on veut qu'il domine, il faut que le couvert soit le premier élevé. Il faut que le couvert soit le premier élevé. Et là, en fait, on a eu un petit décalage entre la germination, parce que les autres étaient peut-être en train de germer quand tu les as remis, et les autres, ils sont sortis, mais ne serait-ce qu'une journée avant la moutarde, mais rien qu'une journée. Ils ont l'avance, et l'autre va falloir qu'elle galope pour arriver à rattraper. Alors qu'une moutarde qui lève très vite, un sarrasin qui a une faculté de lever très rapidement, ça c'est une bombe, ou du lin qui lève très rapidement, s'il lève avant le kénopode, c'est lui qui gagnera. Il vaut mieux semer avant la pluie parce que et d'attendre parce qu'avec la pluie, tout va lever plus ou moins en même temps, mais tout va lever en même temps. Si vous attendez après la pluie pour lever, eh bien l'humidité peut nous fuir très rapidement. Et puis dans beaucoup de cas, la germination, comme là, des adventices va pouvoir démarrer devant vous, et votre champ vous paraît propre, nickel. Mais c'est comme une culture. La germination, vaut mieux dans ces cas-là attendre un petit peu que ça lève, d'en profiter pour faire un faux semis s'il a bien plu, et de se dire bah dans 8 jours, j'aurai encore assez d'humidité pour faire lever, je scalpe et je fais démarrer ma moutarde, mais j'aurai vraiment éliminé l'élevé. Mais ça se joue à 2 jours, mais merci de l'avoir fait. Il y a des moments où il faut être habile. Et là, cette bande-là, qui est la bande témoin, elle montre bien que c'est pas le travail du sol qui nous sortira du problème de salissement. Donc là, en fait, au dernier Tech & Bio, vous avez montré le rouleau FACA, rouler les couverts avec les rouleaux crantés. Il y en a un là à côté. En fait, il y a encore un meilleur moyen de valoriser le couvert, c'est ce que j'appelle le système broute-crotte.